Bienvenue dans Be Mindset, le podcast qui explore le mouvement du corps et de l'esprit, la santé naturelle, le développement personnel, la préparation physique et mentale ainsi que la performance. Embarquez avec moi pour un voyage captivant à travers la compréhension du corps humain. Je suis Alexandre Maffre, fondateur de Be Mind Coaching. Riche de 10 ans d'expérience en tant que coach sportif et mental et préparateur physique de sportifs professionnels, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts, de coachs, de thérapeutes, de sportifs de haut niveau, d'entrepreneurs et des personnes au récit de vie incroyables. Si comme moi, vous avez soif de comprendre, de découvrir et d'explorer votre plein potentiel, ce podcast est fait pour vous. Alors, prêt à libérer tout le potentiel qui sommeille en vous? Si c'est le cas, installez-vous et bon voyage. Salut les Be-Minders et bienvenue dans un nouvel épisode de Be Mindset, le podcast dédié à l'optimisation de notre bien-être, de notre santé et l'alignement entre le cœur, le corps et l'esprit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Pascal Jovet, le fondateur de Running Yogi. Pascal me partage son parcours fascinant. Ingénieur de formation, il s'est ensuite tourné vers la médecine chinoise et est devenu professeur de yoga et spécialiste de l'acupuncture. La méthode Running Yogi qu'il a créée est bien plus qu'un simple programme d'entraînement pour les coureurs. Elle propose une approche holistique combinant posture, respiration, mécanique de la course et préparation mentale. Que vous soyez débutant ou compétiteur, cette méthode est conçue pour vous aider à courir plus efficacement tout en favorisant une meilleure santé globale. Dans cet épisode, nous explorons comment la méthode Running Yogi peut transformer votre pratique de la course à pied en une expérience plus enrichissante et bénéfique pour votre corps et votre esprit. Nous parlerons de la façon dont Pascal intègre des principes de la médecine chinoise et du yoga pour aider les coureurs à prévenir les blessures, améliorer leur performance et surtout vivre mieux. Alors, restez avec nous pour découvrir des conseils pratiques et des insights précieux qui vous aideront à intégrer ces éléments dans votre propre routine afin de courir en pleine conscience et courir en pleine santé. Sur ce, je vous laisse vous installer tranquillement, mettre vos écouteurs et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Pascal, Salut Alex, comment tu vas? ça va super bien, je te remercie. Je suis content de te rencontrer virtuellement en live en tout cas. Plaisir partagé, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir te recevoir sur le podcast Be Mindset. J'ai eu ton contact par intermédiaire de Leonardo Pelagotti, avec qui tu as déjà collaboré, il me semble. Et oui. Oui, non, vas-y, je t'écoute. Et donc qui m'avait vivement recommandé un échange avec toi. Après moi avoir avoir accompagné un petit peu Leonardo sur le marathon de Tours, où il m'avait dit qu'il avait fait un petit bout de prépa avec toi concernant votre méthode. Et d'ailleurs, pour introduire le sujet de notre échange aujourd'hui, je vais te demander si tu veux bien de pouvoir te présenter et par la suite présenter éventuellement cette fameuse méthode. Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Pascal Jovet. Je suis créateur donc, de cette méthode de yoga pour la course à pied qui a été élaborée donc, en association avec Bénédicte, avec qui on a mis en place cette méthode en 2016, quelque chose comme ça, et qu'on a commencé donc à déployer depuis cette époque-là. Moi, j'ai un background donc d'ingénieur. J'ai travaillé dans l'industrie pendant pas mal d'années avant de me reconvertir et je me suis ensuite formé au métier de la santé et de l'être humain, on va dire. Donc, j'ai fait une formation en médecine chinoise, j'ai fait des formations en nutrition. J'ai eu un cabinet d'acupuncture et de nutrition pendant une dizaine d'années, tout en donnant aussi des cours de yoga. J'ai fait une formation donc, de prof de yoga que j'ai démarré en 2006. Et voilà, et donc c'était un peu ces activités-là que j'ai exercées pendant pas mal d'années, jusqu'au moment où on a commencé à avoir cette demande pour du yoga spécifiquement adapté à la course à pied. Donc c'était autour de 2014-2015, où les gens donc, venaient à nos cours de yoga et savaient aussi qu'on était coureurs et nous demandaient de faire un yoga donc, un peu plus spécifique pour la course à pied. C'est comme ça donc, qu'on a commencé à penser cette méthode de running yoga, yoga pour la course à pied.
où, grosso modo, ce qu'on faisait assez spontanément dans notre corps, Bénédicte et moi, depuis qu'on faisait du yoga et de la course à pied, on a commencé à essayer de le structurer, de le rendre de manière pédagogiquement intéressante pour les gens, pour qu'ils puissent recevoir ce qu'on propose, et avec une progressivité. Donc, ça a été un petit peu ça le plus difficile au début dans la mise en place de la méthode. C'est comment réussir à structurer et organiser des choses que tu fais dans ton corps, si tu veux, de Mhm. manière assez spontanée depuis 15 ou 20 ans. Voilà. Et à partir de là, donc, on a mis en place cette méthode donc, du running yoga qui consiste en définitive à faire pratiquer le yoga pour aider les gens à, bon, ça va parler effectivement sur ce canal du mindset, à développer de la conscience du geste, à habiter son corps, voilà, et à développer aussi les ressentis. Beaucoup de sportifs font un geste et en définitive, ils ont relativement peu du ressenti de ce qui se passe dans leur corps et ils font un geste un peu automatique, un peu mécanique qui n'est pas très conscient. Voilà. Donc, les deux objectifs principaux du running yoga, c'est de développer conscience et ressenti chez le runner. Et Super. donc ensuite, on va avoir des exercices de respiration et des postures de yoga qui vont permettre d'améliorer le schéma corporel, étage par étage. Donc, comment mieux habiter et comment mieux bouger les épaules et les bras dans le geste de running, comment D'accord. mieux placer son bassin et son dos dans le geste de courir, comment mieux habiter ses pieds, développer les pieds au sol, se propulser, amortir, etc., améliorer la foulée dans le geste de running, etc., etc. Voilà. Tout est pensé vraiment, toutes les postures de yoga qu'on fait sont pensées pour ensuite l'ajuster donc dans la foulée de course à pied. Et donc, en pratiquant comme ça, eh ben, du coup, on améliore en définitive la technique de course à pied, on améliore le geste de courir qui devient beaucoup plus efficace et surtout qui coûte moins d'énergie. Donc, en Mhm. économisant de l'énergie, après, cette énergie, du coup, elle est réutilisable pour aller plus vite si tu es dans la performance, pour aller plus loin si tu es dans l'endurance, ou juste pour finir moins fatigué si tu es le coureur loisir ou le coureur qui veut perdre du poids ou qui se remet en phase de réathlétisation ou autre. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment qui s'adapte à tout le monde, qui a été pensé par des runners pour des runners, et on Ok. n'est pas dans la performance posturale du yoga. Parce que souvent, ça peut faire peur. Là, quand on va sur les réseaux sociaux, les gens qui se mettent la tête à l'envers, qui te font un grand écart, qui te font des trucs, je dis, waouh, même moi, si tu veux, qui ai un corps de sportif, mes cellules, elles voient les photos comme ça, elles disent, ah, n'y va pas, mon gars, fais pas ça. Donc, c'est vraiment des exercices qui sont spécifiquement conçus par des runners pour des runners dans le but d'améliorer le running. Voilà. D'accord. Donc, on va dire que l'axe de transition, il est plutôt yoga vers running et non pas running vers yoga. Ouais, c'est exactement ça. C'est notre credo, c'est comment amener le monde du yoga au monde du running. C'est pas comment convaincre des yogis de se mettre à courir, c'est plutôt pour tous les runners qui ont déjà une pratique de course à pied, comment le yoga va les aider à améliorer leur course à pied. Alors déjà en matière de rendement et d'efficacité, mais Mhm. au-delà de ça aussi, dans la prévention des blessures, dans la récupération, dans la longévité, puisque le yoga, c'est aussi et avant tout une pratique qui aide à mieux vivre. Donc, Mhm. notamment au niveau longévité. Voilà. Donc, on sait que le running est un des sports où il y a beaucoup, beaucoup de blessures. Mais comment justement le yoga peut être une aide pour limiter l'apparition des blessures, pour faciliter la récupération Et après blessure. Voilà. quand- euh, est-ce que cette méthode, elle repose sur, je suppose que vous avez structuré ça pour qu'elle repose sur des piliers, des grands axes. Et si tu peux me les citer ou... Absolument, avec plaisir. Donc, c'est une méthode un petit peu à tiroir, si tu veux. Il y a tout ce qu'on va appeler, nous, les fondamentaux du running yoga, où on va décortiquer justement cette approche sur des grands axes. Donc, on a mis de manière très structurée le fondamental numéro un, qui Mhm. consiste à dire la foulée démarre dans les épaules. Donc, avant toute chose, on va s'intéresser au mouvement respiratoire, parce qu'avant tout, la respiration, elle est cruciale, hein, déjà pour Là le, où pour le avec running. Leonardo, vous avez dû matcher. Voilà, c'est là où effectivement ça a pas mal accroché avec Léo. Ouais. Donc la respiration avant tout et comment le placement des épaules et le mouvement des bras va pouvoir influer sur la totalité de la foulée. Et que si j'arrive justement à mettre du relâchement dans mes épaules, eh bien, toute ma foulée va s'en retrouver beaucoup plus relâchée et beaucoup plus économe. Donc le fondamental numéro un, effectivement, c'est tout ce qui s'intéresse au mouvement des bras, à la respiration, au mouvement de la ceinture scapulaire. Ok. Ensuite, on vient à l'autre extrémité, l'activité, enfin, la partie du corps qui est vraiment concernée par la course à pied, les pieds. Voilà. Deuxièmement, c'est les appuis. Comment mon corps s'appuie au sol, comment j'amortis, comment je me propulse, comment j'équilibre entre l'intérieur, l'extérieur, la longueur de la foulée, le rythme de la foulée et surtout la légèreté de la foulée.
À la course à pied, ces derniers temps, on dit beaucoup que les foulées doivent avoir un rythme d'à peu près 180 pas par minute pour justement être le moins délétère possible. Mhm. Voilà. Comment on arrive justement à mettre en place cette foulée à 180 pas par minute grâce justement à la conception yoga et au fait de concevoir le geste de courir comme quelque chose de global. C'est tout le corps qui court et ce n'est pas juste mes pieds. Donc, c'est déjà le geste de courir, il est global, ce qui nous amène au placement donc, numéro 3, le placement du bassin et de la colonne vertébrale. Pour nous, la course à pied est un déséquilibre vers l'avant Mhm. et je vais me laisser déséquilibrer vers l'avant en me penchant et non pas en m'arrondissant. Ok. Donc, justement, mon bassin doit être tenu, je dois trouver une certaine rectitude à mon dos et ensuite, je me laisse tomber un peu vers l'avant et les pieds servent juste à ce que je ne me casse pas la figure. Et donc là, du coup, ta foulée, elle est générée par la gravité et tu as beaucoup moins besoin d'énergie pour te propulser Ok. et avancer. Donc ça, effectivement, c'est le fondamental numéro 3. Et après, on travaille aussi des trucs qui sont assez spécifiques et sont nécessaires pour tout schéma corporel. Assouplissement et renforcement, ça c'est le Mhm. fondamental numéro 4. Comment utiliser un petit peu, alors assouplissement, ça fait toujours un petit peu peur. On va plutôt utiliser le terme mobilité. Au-delà de s'assouplir, bien sûr, il faut allonger un peu la chaîne postérieure, mais il faut surtout mettre de la mobilité dans les bras et dans les hanches. Donc, comment on va améliorer la mobilité, comment on va aider le corps aussi à se renforcer de manière efficace pour le corps. C'est le fondamental numéro 4. Et en fondamental numéro 5, on a mis en place une phrase. En yoga, on appelle une phrase un enchaînement de postures, comme la salutation au soleil, par exemple. Voilà. Donc, on a la phrase des running yogis qui reprend toutes les postures et les exercices clés des 4 fondamentaux et qu'on enchaîne les uns à la suite des autres et qui D'accord. permettent justement de travailler la totalité du schéma corporel. Voilà. Donc, ça, si tu veux, c'est le premier tiroir, les fondamentaux, qui s'adresse donc à tous les runners, que tu sois débutant ou expert, que tu fasses de la route ou du trail, que tu fasses du court ou du long, tu te réappropries ton schéma corporel et tu réapprends la technique, tu améliores ta technique de course à pied d'une foulée générale. Et ensuite, une fois que ça c'est en place, eh bien, on propose qu'on va appeler des sessions d'approfondissement, des sessions un peu plus spécifiques. Et là, on va scinder la route et le trail. Une foulée de Ok. route est très différente d'une foulée de trail. Une foulée de route, on va chercher le côté métronomique, la plus efficace possible, la plus régulière possible. Alors qu'en trail, au contraire, c'est sans arrêt différent. Ça monte, ça descend, ça bouge. Voilà. Donc la gestion de l'espace est différente. Donc, on scinde la route et le trail, on scinde le court et le long, parce que la gestion de l'effort est complètement différente. On propose des sessions aussi d'endurance, des sessions pour la performance. Voilà. Après, on va vraiment scinder tout ça et chercher à optimiser encore tout ce qui aurait été découvert sur les fondamentaux. Voilà, grosso modo, la méthode, c'est un sac qui est très, très vaste et on peut y passer des heures et des heures là-dessus. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est top parce que ça a l'air super complet et ça me fait rebondir sur un point qui est, à mon sens, essentiel de préciser et de rappeler à défaut, c'est que la course à pied, c'est vu aujourd'hui comme quelque chose d'hyper accessible parce qu'il suffit juste d'une paire de baskets et d'aller courir et on est tous censés savoir courir. Sauf qu'aujourd'hui, moi qui accueille pas mal de personnes dans le cadre de mon métier, donc je suis coach sportif, préparateur physique et donc dans ce cadre-là, j'accompagne des personnes à la course à pied et sur d'autres aspects. Mais souvent sur la course à pied, on se rend compte que bah, les personnes qui pratiquent la course à pied, soit au tout début, soit à un instant donné dans leur pratique, vont se retrouver face à une problématique de blessure. Donc, et on se rend compte dans la manière de courir que bah, il y a plein de choses qui vont pas. Et finalement, savoir courir, c'est pas si inné que ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que ta méthode, elle a toute sa place. Et toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Est-ce que tu me rejoins sur cet avis-là? Est-ce que tu as un avis autre concernant monsieur, madame, tout le monde? Est-ce que c'est si facile que ça que de se mettre à courir? Mais là, effectivement, je te rejoins à 100% là-dessus et c'est une des choses que je tâche d'expliquer aux gens parce que beaucoup viennent à nous et me disent, ouais, mais c'est bon, je sais courir, quoi. Par contre, j'ai besoin d'aller faire de la VMA, j'ai besoin de faire ça parce que je veux développer mon moteur. Et oui, effectivement, on sait tous courir depuis qu'on sait marcher. C'est quelque chose qui nous est donné, on est bien d'accord. On sait courir après le bus quand on est à la bourre, on sait courir après notre gamin qui s'en va, etc., sur un temps comme ça. Mais quand on veut courir avec la volonté de progresser, voire de performer, eh bien, courir, c'est aussi technique que de tirer à l'arc ou de faire de l'escrime. Voilà. Mhm. C'est un geste qui est extrêmement technique de courir. Les sprinteurs travaillent énormément leur technique. Les nageurs travaillent énormément la technique. Et le coureur de fond, voilà, on fait du volume, on fait du volume, on fait du volume. Donc, on travaille justement dans cette approche-là. On donne à des gens des moteurs qui sont énormes. C'est comme si on donnait des Ferrari à des gens,
Sauf que la Ferrari, elle roule en première ou en seconde, ou alors avec les pneus dégonflés, quoi. Voilà. On n'exploite pas les possibilités de super programmes d'entraînement qu'on peut avoir aujourd'hui. Les technologies et les techniques d'entraînement sont vachement améliorées. Au niveau physiologie, au niveau tout ça, c'est super. Au niveau nutrition, au niveau préparation mentale, les gens. Mais après, au niveau technique, j'ai pas mal travaillé aussi avec quelques athlètes de l'équipe de France, avec des anciens sportifs de haut niveau ou avec des anciens champions du monde comme Eric Clavry, Nathalie Mauclair, Alex Louison ou d'autres. Eh bien, quand je discute avec eux, y compris dans les stages de haut niveau, ils travaillent énormément le volume, la stratégie de course, le travail d'équipe, etc. Mais la technique, très, 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 très peu, en fait. Mhm. Et il y a énormément de déchets chez beaucoup de gens liés à la technique. Un coude qui part un peu trop sur le côté, une petite torsion parasite des épaules, une crispation inutile au niveau des épaules, au niveau d'un fessier, un geste qui est légèrement asymétrique. Voilà, tout ce genre de choses, en fait, par la conscience du corps, on arrive à les désamorcer progressivement et du coup à enlever toutes ces petites tensions inutiles qui consomment de l'énergie et qui permettront à la foulée d'être plus économique, quoi. Voilà. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que courir est un geste technique et qu'il faudrait qu'il y ait dans les cours de course hors stade, hein, on appelle ça l'endurance de fond, revenir à travailler de la technique en dehors des petites techniques qu'on peut voir, du griffé, des choses comme ça qu'on fait à l'échauffement, mais qui viennent plus, la plupart du temps, de l'entraînement des sprinteurs et qui ont une technique spécifique et qui n'est pas forcément adaptée aux coureurs de fond. Donc oui, oui, je te rejoins là-dessus, camarade coach sportif. Apprenez la technique, les gens, et vous serez beaucoup plus économe. Et courir n'est pas synonyme de souffrir. Voilà. Ça rime, mais en plus, c'est complètement vrai. Mm. Euh, Là, on a parlé de la partie, d'insister sur la partie performance, c'est-à-dire optimiser sa course pour pouvoir avoir de meilleures performances. Mais si on essayait de ramener ça à un débutant ou une débutante, euh, parce que pour moi, ça reste aussi important de poser des bonnes phases, des bonnes bases et des bons fondamentaux à quelqu'un qui n'a jamais couru et qui se met à courir pour pouvoir ensuite progresser, améliorer son moteur et ensuite aller chercher la performance. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou comme exercice à faire à une personne qui débute la course à pied et qui a envie de passer par cette phase d'abord de OK, je veux d'abord travailler sur comment je cours. Mm. Qu'est-ce que tu Mais donnes? je vais revenir sur ce que j'ai dit juste avant. Courir n'est pas synonyme de souffrir et beaucoup de gens qui se mettent à courir disent alors ouais, mais ça va être dur, je vais souffrir, c'est difficile. Voilà. Donc, déjà, réussir à faire le distinguo entre effort et souffrance. L'effort n'est pas synonyme de souffrance. Effort, ça veut dire que je sors de ma zone de confort. Il y a besoin de l'effort pour progresser. Si je reste dans ce que je connais, il n'y a aucune progression, qu'elle soit intellectuelle ou physique. Donc, on a besoin que notre entraînement nous fasse sortir un peu de ce que le corps connaît pour provoquer l'adaptation. Et c'est l'adaptation des cellules qui provoquent l'amélioration de la technique et du corps, etc. Donc, il faut dépasser ce que le corps connaît, mais pas de trop, sinon je rentre dans la souffrance. Et puis là, c'est contre-productif. Soit on se blesse, soit on s'écœure. C'est souvent le cas des gens qui démarrent. Ils en font trop, trop vite. Les gens, ils se lèvent du canapé, ils veulent aller courir ne serait-ce qu'un 10 km sans entraînement, sans rien. C'est too much. C'est too much. Un, la structure n'est pas préparée à ça. Donc, les tendons, les os, les structures ne vont pas pouvoir encaisser l'impact de courir parce que courir, c'est un sport qui fait des vibrations. Et deuxièmement, il faudra voir la technique aussi parce que les gens veulent aller vite de suite sans travailler la technique. Or, ce qui va compter, c'est la fréquence, le nombre de pas par minute. Donc, dans un premier temps, c'est de faire des foulées qui soient toutes petites et de comprendre le geste de courir sans forcément aller plus vite que la marche. Je peux courir à 4 km ou 5 km à l'heure en restant dans une certaine forme de confort respiratoire ou de léger inconfort respiratoire et le temps d'adapter mon corps à ça, à ce geste-là, cette sensation de décrire le geste de courir. Quand on est tout seul, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de s'adresser à un professionnel qui va aider la personne parce que de l'extérieur, on voit mieux, on sait mieux. Enfin, c'est notre métier. Aussi bien toi que nous, les running yogis, on développe des expertises pour ça, on se forme pour ça, c'est aussi une passion. C'est ça. Donc forcément, on a des compétences que le kidam n'aura pas. Maintenant, quelqu'un qui veut démarrer tout seul, la première des choses, c'est ça, de ne pas aller tout de suite trop vite, trop longtemps, trop fort. Se mettre à alterner marche et course à pied, rester dans une forme de confort respiratoire le temps que le corps s'adapte. Une des choses, si tu veux, chaque année, je fais une coupure, moi, qui est assez importante, hein, entre 3 semaines et un mois. Mhm. J'arrête complètement vers octobre ou novembre quand ça me prend. J'ai commencé à courir en 96, en 2024. Donc, je vous laisse faire le compte. J'ai un peu de kilomètres dans les jambes et dans le corps. Quand je reprends après cette coupure de 3 semaines ou un mois, je fais des sorties de 20 minutes maximum.
le temps justement que mes tendons, mes ligaments, mes os se réadaptent. Parce qu'en 15 jours, 3 semaines, tout a complètement fondu, tout s'est réadapté à cette nouvelle phase sédentaire. Mhm. Donc, le temps que mon corps retrouve, ne serait-ce qu'au niveau structurel, au niveau des ligaments, des tendons, des os, des muscles, voilà, pendant 15 jours, 3 semaines, je fais des sorties de 20 minutes. La première semaine, c'est 20 minutes par jour. La deuxième semaine, c'est 20 minutes 2 fois par jour, mais 20 minutes, pas plus, le temps que ma structure se réadapte. Et après, je reprends mes sorties, 3 quarts d'heure, 1 heure et demie, le fractionné, les côtes, etc., le travail plus technique. Mais il y a une réadaptation qui dure au minimum 15 jours, alors que je cours depuis plus de 20 ans. Donc, quelqu'un qui n'a jamais couru et qui démarre, moi, je dirais pendant facilement 3 semaines, un mois, on court tranquille, en alternant marche et course à pied, en restant dans un confort respiratoire. Voilà. On ne peut pas tout de suite aller courir un marathon. Non, mais euh, c'est une fois de plus, je bois tes paroles parce que c'est ce que j'essaye de faire passer un maximum comme message. Premièrement, c'est le point sur lequel je veux revenir que tu as évoqué, c'est cette phase d'adaptabilité. C'est-à-dire dans le Mhm. sens où, pour éviter de se dégoûter, il faut savoir mesurer son effort, ne pas aller trop fort, trop vite, mais à l'inverse, parce qu'on a souvent ces deux typologies de personnes, soit ceux qui vont vouloir aller trop fort, trop vite, ou soit ceux qui vont aller ou alors pas du tout y aller d'ailleurs, parce que c'est tout de suite trop dur et ils ont du mal à aller vers ce qui est un peu difficile, sortir de leur zone de confort. Mhm. Maintenant, entre ces deux polarités-là, il y a de l'espace, mais comprendre que on a du progrès que par le fait d'amener notre machine, notre corps, nos muscles, notre cœur, vers quelque chose qui est un chouille au-dessus de ce qu'on se sent capable de faire, pour l'amener à s'adapter Mhm. et l'amener à évoluer vers quelque chose de plus performant, de plus résistant, de plus musclé, ou voilà. Donc ça, c'est le premier point sur lequel c'est important d'insister. Il faut réussir à aller vers ça, sans pour autant se mettre la corde au cou, mais en tout cas, s'amener dans une zone un peu inconfortable. Et le Mhm. deuxième aspect que tu as souligné et que tu as bien rappelé, c'est que ce soit pour toi après ta coupure d'un mois, pour une personne qui sort de blessure, pour quelqu'un qui débute, la progressivité dans ce qu'on fait, la mise en charge dans ce qu'on va mettre en place, elle est capitale pour éviter effectivement de se blesser et surtout pour réadapter le corps à la typologie d'effort qu'on lui demande les tendons, les articulations, les muscles, le cœur, la respiration, tous ces champs-là, ils ont besoin d'une progression dans ce qu'on fait. Et ça, c'est les deux aspects que tu as soulignés, et c'est pour moi du pain béni que tu puisses en parler et aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est super. Par rapport à ton vécu à toi, par rapport à ton background de coureur, si tu peux m'en parler, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que dans les différentes courses que tu as fait, dans ces 18 ans, parce que je crois que j'ai calculé 18 ans de pratique de course à pied, est-ce qu'il y a des éléments marquants où tu as pu faire le lien entre ta méthode et ta pratique de coureur? Enfin, voilà, raconte-moi un petit peu ton passé de runner. Alors, il te manque une retenue. Entre 96 et maintenant, ça va plutôt faire 28 que 18. Oui, pardon, 28, Euh, c'est Ouais, ça. ouais, j'approche de la trentaine d'années de course à pied. Je ne suis pas un sportif à la base. J'ai découvert le running un peu par accident parce que c'était un mal nécessaire. Je faisais des sport co à l'époque. Ok. Et ben, forcément, sur des sports co, football ou football américain, il faut quand même du foncier. Et ça Mhm. passait par la course à pied. Donc, je me suis retrouvé comme ça dans un cours de running où, je m'en souviens, j'étais à la fac à l'époque à Lyon. Et sur le semestre, on choisissait le sport qu'on voulait. Donc, moi, je faisais du sport co foot américain à côté. Donc là, à la fac, on nous proposait endurance. Je dis, ben voilà, très bien, je vais faire ici mon endurance que je ne fais pas au club parce qu'on travaille plus la technique, etc. Et je me souviens toujours, hein, notre entraîneur, enfin le prof de sport, il nous avait dit, ben voilà, objectif du semestre, courir 45 minutes sans s'arrêter. Moi, j'étais là, bah, 45 minutes sans s'arrêter, mais on doit s'ennuyer, c'est terrible et tout. Je me faisais une montagne de ça. Tu vois, j'ai toujours couru derrière un ballon, derrière une balle ou Ouais, quelque chose, quoi. Donc, tu il y a un foutais côté aussi, donc. ludique. Ouais, il y a un côté ludique à ça.
Et là, tu dis, mais 45 minutes comme un hamster, là, mais laisse tomber, quoi. Ben voilà, un an après, je courais un marathon, 2 ans après, je courais un triathlon longue distance, voilà, donc avec des efforts de 45 minutes, passé après à 10 heures, 10h30 d'efforts et tout ça. Et c'est arrivé donc d'abord le running comme ça. Et ensuite, quand je suis arrivé à Paris en 99, je me suis inscrit dans un club de triathlon au Stade Français. Ok. Et c'est là que j'ai découvert la dimension un peu yoga. C'est-à-dire que notre entraîneur, dans le programme hebdomadaire, le vendredi soir, on allait au gymnase et il y avait une séance qu'il appelait, entre guillemets, la posture. Voilà. Et grosso modo, en fait, il nous faisait mettre dans des planches, dans des fentes, dans des Mhm. exercices comme ça. Et on y restait, on ne savait pas combien de temps. Voilà. Donc, à un moment donné, on s'est relâché un peu. Mais on restait dans la posture, mais on relâchait un peu. Et en fait, on découvrait le relâchement dans l'effort. Ok. Et en fait, c'était vraiment la thématique de tout l'entraînement transversal de ce gars qui s'appelait, ou qui s'appelle toujours, il n'est pas décédé, qui s'appelle William, qui nous entraînait donc, au Stade Français à l'époque. C'était le relâchement dans l'effort. Et quand on était, tu vois, dans les bras en l'air comme ça, et que tu avais les épaules qui s'affaissaient un peu parce que tu ne pouvais plus tenir, les épaules spasmées, voilà, il te disait, voilà, là, ça, là, ce que tu as là, je veux que tu le retrouves quand tu pédales, quand tu cours, quand tu nages. Et donc, j'ai découvert comme ça le relâchement dans l'effort. Et après, c'est vrai que ma progression en triathlon, elle a été fulgurante par rapport à ça. Alors, jamais rien gagné, hein. Moi, je ne suis pas sportif à la base, donc j'ai découvert tout ça sur le tard. Mais je m'alignais sur une course avec la conviction profonde que je serais à l'arrivée. Voilà. Mhm. Avec la capacité de gérer ma course. Mon premier longue distance, c'était l'Ironman. Alors, c'était pas un Ironman à l'époque, on appelait ça le longue distance de Nice. C'était 4 de natation, 130 en vélo et 30 à pied, quoi. Ça faisait un an et quelques que je faisais du triathlon. Voilà, ben, je savais que je serais à l'arrivée. Et j'étais à l'arrivée. Effectivement, ça m'a pris le temps que ça m'a pris, j'ai géré ma course. Mais je suis arrivé fort, si tu veux, de cette approche-là. Et c'est là où on rejoint aussi un peu le mindset, c'est que beaucoup de gens ont des super programmes d'entraînement, mais ne travaillent pas trop leur mental. Et quand ils arrivent au matin de la course, ils doutent de leur capacité de rejoindre l'arrivée alors qu'il y a le volume pour, quoi. Et ça, il ne faudrait pas l'avoir, quoi. Ça va pour moi Mhm. faire partie aussi de l'entraînement, cette capacité à ne pas douter. Je ne vais peut-être pas faire l'objectif que j'ai fixé, je ne vais peut-être pas faire le temps que j'ai prévu, mais je sais que je serai à l'arrivée. Voilà. Bon, je fais une petite digression, mais ça me paraît important. Ouais, capital. Ça me Capital. paraît important. Voilà. Et donc, voilà, le côté donc, triathlon. Et puis ensuite, le triathlon, c'est vachement chronophage. Donc, puis, j'aime pas trop nager. Je nage à peu près comme une enclume, donc pas très vite et plutôt au fond de l'eau, tu vois. Alors, c'était chouette quand je sortais quand j'arrivais au parc à vélo, même sur les gros triathlons, il ne restait plus beaucoup de vélos. Donc, j'avais facilité à trouver mon vélo. Ça, c'était plutôt chouette. Je me suis jamais perdu dans le parc à vélo à chercher mon vélo. Bon, voilà. Et puis après, je suis revenu plus sur la course à pied. Le trail a pris des proportions qui sont vraiment bien, bien développées. J'ai eu la chance de découvrir ça très rapidement aussi par chez moi, donc du côté de Perpignan. Il y a une course qui existe depuis super longtemps, le championnat du Canigou, que je ne peux que recommander. C'est une course qui est plutôt solide. Tu pars Ok. d'un village qui est à 700 mètres d'altitude. Sur 17 bornes, tu montes au sommet du Canigou qui est à 2800. Donc, tu fais 2100 sur 17 bornes. Et puis, quand tu es en haut, ben, tu redescends. Et tu tapes donc 2100 sur, voilà, c'est un peu, si tu veux, format Zegama, qui est très proche, là, c'est ce week-end, mais côté catalan. Et c'est Ok. vrai que depuis 2 ans, elle est pas mal mise à l'honneur, cette course, puisqu'elle fait partie des Golden Trail Series. Et Mhm. qu'on a notamment Théo Détienne, qui est un local aussi du côté de Perpignan, qui la gagne là, depuis 2 ans. Donc, ça a redonné un petit coup d'éclat à cette course. Mais moi, la première fois que je l'ai faite, c'était en 97. Donc, ça faisait un an que je courais. Je me suis retrouvé là-dessus. Un chantier, mon pauvre, je t'en parle même pas. Voilà. Et puis après, bah, du coup, en grandissant, un peu comme tout le monde, tu te confrontes au plus long. Je suis passé sur le marathon, qui était la distance reine à l'époque. Et Mhm. puis de là, après, je suis allé sur des trails, le trail de plus en plus long, le 60, le 80, le 90 bornes, le 100 bornes. Et puis Ok. après, arrivé là, je me suis dit, bon, en fait, je me rends compte que aller plus loin, ce n'est qu'une question d'entraînement, de préparation. Et j'avais pas besoin de me prouver que je pouvais aller plus loin. À un moment donné, j'ai eu besoin de me prouver, tu vois. Et puis là, arrivé là, je me suis dit, bon, ok, j'ai fait les 30, j'ai fait les 50, j'ai fait les 60, j'ai fait les 80, j'ai fait un 100. Voilà. Aller plus loin, ça va être quoi? Plus de temps d'entraînement, commencer mon programme d'entraînement plus tôt. Et la sortie, elle est plus longue, mais je sais que j'ai la capacité, mon corps a la capacité. Donc, j'ai commencé à rediminuer la distance pour revenir sur des formats plus courts où je peux mettre un peu le pied sur l'accélérateur parce que j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien gouacher un petit peu, là, voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis plutôt sur des courses entre 20 et 40, Mhm. où je peux justement, sur la dernière partie de course, commencer à mettre le pied dedans et mettre un peu les watts, quoi. Parce que ce qui me gêne, enfin, en perso, hein, dans mes ressentis, sur le long comme ça, ben, c'est que tout le temps à la gestion et que tout le temps à petite vitesse. Voilà. Et à un moment donné, moi, j'ai envie de remettre un petit peu de watts et je me suis plus replié sur ces formats-là. Voilà. Ouais, top. Et donc,
Est-ce qu'il y a des moments précis ou des moments que tu peux te souvenir où dans ces compétitions, dans ces pratiques, tu as fait le lien avec, tiens, ma méthode, elle m'apporte ça, elle me permet ci, euh, dis-moi. Alors, difficilement, puisque la méthode, comme je te disais tout à l'heure, a été rétro-ingénierée de mon expérience. C'est-à-dire que le fait d'avoir découvert tout ça très rapidement on va dire pas mon métier, mais dans mon expérience de sportif, j'ai découvert ça en 99, ça faisait à peine 3 4 ans que je courais. Donc, en fait, ça s'est vraiment construit en parallèle. Je fais souvent l'analogie avec les fibres de l'ADN. C'est-à-dire que Mhm. pour moi, le sport et le yoga, c'est vraiment deux choses qui s'entrecroisent et qui sont complètement liées, qui sont tout le temps ensemble. Donc, c'est vraiment avec le temps que oui, je me rends compte encore aujourd'hui, hein, je cours plus relâché, j'ai une technique qui est plus efficace et même si je m'entraîne beaucoup moins qu'avant et qu'aujourd'hui j'approche de la cinquantaine, mon moteur est beaucoup plus petit. Mais par rapport à des gens qui ont des entraînements qui sont bien supérieurs, je suis encore plus efficace. Ouais. Et je me rends compte que ma technique de course, surtout sur le trail, la manière dont je gère ma course, me permet d'être plus efficace que des personnes qui ont un peu moins de ressenti intérieur. Voilà, c'est surtout ça aujourd'hui sur lequel ça se manifeste pour moi et pour les gens qui viennent se former à la méthode, c'est effectivement, ils se rendent compte qu'ils finissent moins fatigués ou qu'ils peuvent finir plus fort. Nathalie Mauclair, par exemple, elle avait fait une fois un moment avec nous, elle avait fait un stage donc d'une semaine qui clôture la formation des gens qui vont Mhm. apprendre notre méthode. Et à la suite à cette semaine de stage, la semaine d'après, elle allait courir l'ultramarin à Vannes. Voilà, Ok. le 160, l'ultramarin, qu'elle a gagné. Et sa réflexion, ça a été à l'arrivée, elle dit, c'est la première fois que je finis un ultra aussi fraîche. Voilà. Et vraiment, je me rends compte que je puise beaucoup moins dans mes réserves. Je dois recruter mon mental beaucoup moins tôt dans la course. Mhm. Je passe beaucoup moins en crispation, en force. Je trouve d'autres ressources techniques ou respiratoires qui me permettent de recruter. Pour moi, c'est le dernier état. Quand tu viens chercher vraiment et que tu passes au mental, que tu viens chercher le truc, voilà, c'est quand tu n'en peux plus ou quand tu es vraiment dans le dernier kilomètre et que tu mets les watts Ça. pour finir. Quoi. Voilà, c'est vraiment le mental là, qui te fait avancer. Voilà, donc, du coup, ça permet de recruter cet outil le plus tard possible et donc de taper beaucoup moins loin dans la structure corporelle. Parce que, bon, Nathalie, c'est son métier, elle en vit, mais des 90% de toi, de moi et des autres personnes, quand on fait une course, ben, le lendemain, il faut retourner au taf. Quoi. Donc, si tu t'es ruiné sur une course, le reste de la vie, après, il est un peu compromis. C'est ça. Et donc, l'optimisation de ta course via la méthode Mm. t'a permis, toi, d'optimiser tes résultats, pour le coup. Et c'est ce que on retrouve à travers ta méthode, c'est euh, comment minimiser le dépense énergétique grâce à une structure, une mécanique et je dirais même plus, parce que c'est ça à quoi ça m'a fait penser tout à l'heure, à une biomécanique Mm. plus adaptée à la course à pied. Donc c'est hyper intéressant. Sur un des autres piliers dont tu as parlé tout à l'heure, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus dessus, sur la partie respiratoire, toute la Mhm. partie respiration. Quel, euh, quel pont tu fais entre la pratique du yoga et la course à pied? Sur cette dominante-ci, imaginons que tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas le yoga Mhm. et comment tu lui expliquerais ça? Eh ben, très simplement, en expliquant que la respiration, c'est la vie. Voilà, ça c'est clair. Et que pour moi, le yoga, c'est pas l'école de la posture, c'est l'école de la respiration. Et Ok. que les postures sont en fait des moyens ou des prétextes pour venir, observer sa respiration et deux, améliorer son mouvement respiratoire. Donc, par des exercices, des techniques qu'on utilise justement en yoga, on va aider les gens à améliorer leur VMA simplement en exploitant mieux leur mouvement respiratoire. Le simple fait de se tenir un petit peu voûté, par exemple, y compris quand je cours. Le geste respiratoire, le mouvement respiratoire dans le corps, il est généré essentiellement par un muscle qui s'appelle le diaphragme, qui monte et qui descend dans l'abdomen et dans la poitrine comme un piston de pompe. Si je Mhm. suis un petit peu voûté, eh bien, mon diaphragme, il peut monter moins haut. Donc, j'ai une course de ma pompe qui est plus courte et du coup, je ventile moins. De la même manière, si je suis un petit peu voûté, donc on appelle ça en hypersyphose en termes techniques anatomiques, si j'ouvre mes épaules et que je les redresse, je récupère aussi de la capacité respiratoire pulmonaire. Les poumons viennent s'accrocher jusqu'aux clavicules. Donc, si je suis bien redressé, non seulement mon diaphragme il peut plus monter et plus descendre, donc à chaque coup de pompe, ben, il rentre un plus grand volume dans mon corps. Et deuxièmement, si je suis bien ouvert, je peux exploiter mes poumons jusqu'à leurs insertions en haut des clavicules.
Donc, dans le yoga, on va apprendre déjà ce truc-là, ce mouvement respiratoire, et puis ensuite à se tenir suffisamment redressé pour pouvoir avoir ce geste respiratoire qui est efficace. Et puis après, on a encore d'autres techniques respiratoires qui permettent d'améliorer la ventilation, d'être plus efficace, de travailler avec un volume réduit, etc., etc. Bon, ça, je pense que Léo t'en a parlé aussi, et ça devait être un petit peu plus son côté. Mais pour moi, dans l'approche de yoga que je propose, c'est la respiration qui vient avant tout. Et même dans les postures de yoga qu'on fait, on n'est pas en train de dire inspire, lève le bras, expire, baisse le bras, mais plutôt on se met au passif, on observe notre respiration naturelle, et c'est lorsque l'inspiration se manifeste en moi, mon inspiration naturelle, le bras s'élève. Tu vois, je te parle un peu au passif. Et donc, le geste vient se poser sur le souffle et ce n'est pas le souffle que je viens synchroniser Mhm. à ma pratique gestuelle. Et là, ça change complètement l'approche. C'est la différence pour moi entre une approche corporelle, qui va être tout ce qui est prépa physique, gym, autres, et l'approche yoga, qui est un peu plus sur la trame énergétique. Et cette Mhm. énergie nous est donnée en fait par l'inspire et par l'expire. C'est un petit peu comme si on se branche sur le courant, si tu veux. La vie nous est donnée par l'inspire et par l'expire. Et cette vie, bon, on rentre un peu dans la philosophie, là, le mystère de la vie, mais tout est basé sur ces mouvements de l'inspire, qui est une phase d'expansion, et de l'expire, qui est une phase de rétraction. L'inspire m'apporte l'énergie, ce serait un peu le pôle positif du courant électrique, et l'expire serait le pôle négatif du courant électrique. Et en fonction des mouvements, soit je les fais sur inspire, soit je les fais sur expire, et ils vont me coûter plus ou moins cher physiquement selon que je le fais sur la phase d'inspire ou sur la phase d'expire. Voilà en quelques mots, si tu veux, l'approche du yoga qu'on propose. Super. Pour les amis yogis qui écoutent, juste par curiosité, ce serait plutôt quel type de yoga que vous pratiquez? Alors, c'est un yoga qui se rattache à la grande famille du Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est le yoga des polarités A et Ta en sanskrit. Ça veut dire en fait yang et yin en chinois. C'est ces deux grandes polarités, le solaire, le lunaire, l'action, le repos, etc. Donc, on est dans cette grande famille du Hatha Yoga. Et ensuite, c'est un yoga qui s'appelle le yoga de l'énergie et qui est une lignée de yoga qui est vraiment spécifique franco-française, qui est Mhm. une adaptation d'un yoga traditionnel tibétain adapté à nos réalités d'occidentaux du XXe et du XXIe siècle. Voilà. Donc, c'est vraiment ce yoga de l'action, plus sur les polarités, l'inspire, l'expire, l'action, le relâchement. Et comme ça vient d'origine tibétaine, ça se rapproche plus de la philosophie taoïste, donc médecine chinoise, que de la philosophie hindouiste et des Védas. Donc, on travaille beaucoup justement la circulation de l'énergie dans les courants, dans les méridiens d'acupuncture, en fonction des saisons de l'année. Voilà. On dérive beaucoup plus de ce courant donc taoïste que du courant hindouiste. Ok. Tu me fais une belle passe en profondeur là. Il n'y a plus Sur. qu'à marquer le but, mon ami. Hein? Il n'y a plus qu'à marquer le but alors. Euh, Avec ton passé, donc tu as différentes formations, j'ai noté. Ingénieur, mais après tu m'as parlé de médecine chinoise, acupuncture. Mm. C'est un background qui est hyper complet et j'ai l'impression que tout ça s'entremêle un petit peu et viennent pas se confondre, mais plutôt euh, te faire de toi une personne assez complète. Euh, Quel lien tu peux faire entre ces différentes pratiques et la création de la méthode Running Yogi et quels sont les apports de la médecine chinoise dans votre méthode? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Oui, il y a des choses comme ça. En quelques mots, on a écrit aussi un bouquin qui s'appelle Yoga pour Runner, qui est paru aux éditions La Plage en 2017. Donc, dedans, on retrouve un petit peu tout ça qui est synthétisé. Et notamment, on commence par expliquer ces deux grandes polarités, ce que j'appelle donc l'énergie, le yin et le yang, le jour et la nuit, et comment nous, les êtres humains, nous sommes des animaux qui subissons aussi l'influence de tout ça. Donc, vivre en accord avec les saisons, voilà, et vivre en accord avec ces polarités-là. Et donc, dans la méthode, ce n'est pas juste une approche corporelle, c'est aussi une aide qui permet de, moi, en tant qu'animal et en tant qu'être humain, comment je me positionne par rapport à tout ça, par rapport à ma vie, par rapport à mon sport. Une des choses sur lesquelles je, je- je parle beaucoup, c'est de dire que les activités sportives intenses devraient être faites en été. En hiver, on est plutôt en train de se régénérer. Tous les animaux hibernent, la nature, elle est complètement immobile. Et nous, on part de Saint-Étienne, il fait moins 5 degrés, on va courir 80 bornes dans le froid, dans la nuit. Voilà, là, on est aux antipodes de nos biorhythmes d'animaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste qu'il faut savoir que là, on est en train, comme si on accélérait, qu'on freine en même temps avec la voiture, tu vois. Donc, le sachant, on peut le vivre quand même en pleine conscience. Par contre, on prévoira un temps de récupération suffisant après un effort comme ça, qui est vraiment, on dépense de l'énergie au moment où la vie, la nature t'appelle à
te régénérer. Donc, il Ouais. y a un petit peu tout ça qui rentre en ligne de compte. Et après, oui, c'est surtout vraiment cette notion de travailler sur ces deux polarités, l'inspire, l'expire, l'action, le repos. Même, tu vois, quand je cours en trail, dans les montées, sur certaines marches, ben, je vais veiller, quand je vais lever ma jambe, à la faire sur une inspire. Parce que je sais que, hop, grâce à ça, mon corps, il est un peu plus léger. Et ça me coûte moins Mhm. de monter cette marche sur une inspire que si je le faisais sur expire. Parce que quand j'expire, mon corps, il s'alourdit un petit peu. Voilà, il y a tout ce genre de choses et de subtilités qui finit par rentrer après en perspective dans tout ça. Mais bon, là, je te parle de mon expérience à moi qui est quand même pas mal aguerrie. Dans un premier temps, c'est déjà simplement aider les gens à vivre en accord avec eux-mêmes, aussi bien dans leur running, mais aussi dans leur vie quotidienne, quoi. Dans la vie quotidienne, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des pros, on a une famille, on a des jobs, et donc notre sport, souvent, il prend une proportion qui est un petit peu disproportionnée ou déraisonnable par rapport au reste de la vie, et ça crée un déséquilibre qui peut générer des contraintes sur le plan émotionnel, qui va générer des contre-performances parce que j'arrive à une course, je suis trop stressé ou je n'ai pas assez récupéré ou autre. Donc voilà, c'est réussir à trouver cette voie donc chinoise ou bouddhiste de la voie du milieu. Le sport, c'est une des facettes de ma personnalité qui doit s'intégrer et faire de moi un homme heureux au quotidien en définitive, quoi. Une forme Voilà d'équilibre. pour le kidam, voilà, pour le monsieur et madame tout le monde qui font le sport par loisir. Après, les professionnels, les sportifs de niveau, c'est une autre dimension. Voilà. Mais ils ne représentent que quoi? 5% de la population? 10% peut-être du peloton, maximum? Hmm. Un max. Hein. Ouais. Euh, donc, c'est encore une fois de plus une belle passe. Hein. Tu devais jouer meneur, toi. Euh, ça m'amène sur la dimension du mindset, la dimension du mental, qui prend une place aussi dans votre méthode. Euh, quel pont tu fais entre donc, votre méthode et les différents aspects du mental qu'on peut retrouver lors d'une pratique de course à pied, qu'elle soit compétitive ou amateur. Euh, est-ce que tu fais des liens? Alors, pas trop, parce que j'ai pas les connaissances de tout ce qui est préparation mentale, tout ce qui est mindset ou autre. J'ai juste mon expérience personnelle qui est que le yoga et ces activités m'amènent à être conscient de ce qui se passe à chaque instant. Et donc, mon mental va m'aider à ne pas aller trop loin dans mon effort pour pas justement aller trop loin pour ma structure, à mieux gérer mon effort, à mieux gérer mes émotions et à avoir cette conscience, effectivement, lorsque je suis sur la ligne de départ, que je serai à l'arrivée, sauf accident. L'accident arrive toujours. Mais l'accident peut aussi arriver parce qu'à un moment donné, je n'étais pas conscient de ce qui s'est passé. J'étais en train de penser à autre chose et clac, mon pied a roulé sur un caillou, je n'ai pas vu une Mhm. branche, etc. Voilà, l'accident, bon, c'est une autre réflexion. Mais bon, voilà. Cette approche-là nous amène, si tu veux, à être présent à ce qui se passe en permanence. Et donc, du coup, en fonction de mon effort, moi, j'ai ma stratégie de course qui est première moitié ou premier deux tiers de course, je gère. Je vois comment ça se passe, etc. Je reste un petit peu dans la zone verte, à la limite de la zone Mhm. orange. Et puis, au fur et à mesure, après de la course, je vise un peu le split négatif, même si en trail, c'est difficile de dire en split, mais de finir plus fort que ce que je démarre. Voilà. Ok. Et du coup, après, eh ben, j'accélère en fonction de comment je me sens le jour J, à quelle distance je suis de la ligne d'arrivée. Je commence à accélérer un petit peu, et puis un petit peu, et un petit peu, et un petit peu, jusqu'au moment où je sais qu'il ne peut plus rien se passer. Et là, je mets le pied dedans et je gère la course. Parce que j'aime bien justement terminer comme ça, plutôt fort que de finir à l'agonie. Donc, ne pas démarrer trop vite, trop fort, parce qu'après, tu as la panne d'essence, et puis là, tu sors les rames, et puis la fin de la course, voilà. Alors que là, quand tu finis plus fort, tu doubles des gens, tu finis, tu es content, tu te sens bien Mhm. d'accélérer. Il y a une dimension très, très positive qui, quand tu as fini ta course, tu es content de ta course, tu as envie de recommencer rapidement, quoi. Donc, il y a vraiment une impression positive qui se dégage de l'expérience que tu viens de vivre. Et ça passe vraiment par cette notion de stratégie de course, de se mettre à l'écoute et de ne pas partir trop vite, trop fort. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, oui. Donc sur la partie compétitive, parce qu'à partir du Mm, moment où on s'inscrit à une course, on est en compétition, mm, même si certaines personnes ne viennent pas chercher la compète pour autant. Mais j'aimerais qu'on arrive à envoyer de l'information grâce à ton vécu et à ta méthode sur aussi les personnes qui sont peut-être juste à l'étape de je commence à courir. C'est difficile pour moi de me chausser les baskets et de me rendre dehors. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas combien de temps je dois courir. Euh, Est-ce que vous auriez des leviers pour m'aider à m'impliquer un peu plus dans cette pratique parce que ça m'attire quand même. C'est ce que j'ai de plus en plus, moi, comme demande. mm. Les gens ne savent pas par où commencer ou à défaut, quand ils commencent, après,
voilà, soit ils se rendent compte, j'ai souvent, je m'ennuie quand je cours. Mm. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour, est-ce que je dois privilégier la distance ou est-ce que je dois privilégier la vitesse? Voilà, toutes ces choses-là. Qu'est-ce Mm. que tu Alors, donnerais, toi, comme conseil? c'est super difficile de répondre puisque privilégier la distance ou la vitesse, ben, ça dépend de l'objectif de la personne, ça dépend de son background, ça dépend de plein de paramètres, c'est faire de la personnalisation. Par contre, le levier, on va dire, transversal que je peux donner, et c'est un des credos de notre méthode, c'est de transformer cette expérience en une expérience positive, que ça soit un plaisir. Voilà. Donc, qu'on soit content d'y aller. Alors, au début, effectivement, on n'a pas forcément plaisir à mettre les baskets, mais on sait que quand on a fini avec la décharge endorphine, on est content. On est content parce que c'est naturel. Et puis après, il peut aussi y avoir cette notion d'amour propre de ben, je suis fier de moi. Ok, ça m'a coûté, ok, c'était difficile de démarrer, mais j'ai terminé, j'ai fait quelque chose où je suis content de moi. Donc il y a cette notion effectivement de démarche positive, d'avoir fait quelque chose où, ah ben oui, bravo, bravo, bravo à moi. Donc ne pas hésiter à se récompenser par rapport à ça, à se dire voilà, cet effort m'a coûté, mais je l'ai fait, je peux être fier de moi. Et et ce que tu disais tout à l'heure, sortir de la zone de confort. À un moment donné, effectivement, il faut recruter le mental et se dire, j'ai pas envie d'y aller, ben, j'y vais quand même, quoi. Voilà, un minimum. Sur des distances qui sont courtes, je m'octroie, je dis, OK, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Je devais faire une demi-heure, allez, j'y vais, mais j'y vais que 20 minutes. Voilà. Mais au moins, j'y vais. Et puis quand tu es dans les 20 minutes, tu dis, bon, ouais, j'y vais, quoi. Je l'ai fait à la demi-heure. Et puis voilà. C'est vraiment réussir à rompre cette inertie du j'ai pas envie d'y aller, ça me coûte qui ensuite en général une spirale un peu négative, c'est que j'ai pas allé, je me suis écouté, et puis après, une heure après, ah putain, je suis qu'une merde, j'ai pas fait Ouais. mon truc, j'ai pas fait mon sport à la fin de la journée, voilà. Alors que si je me sors un petit peu les doigts, je fais cet effort, mais à la rigueur, j'ai un programme où il y a quelqu'un qui m'a dit, il faudrait que tu fasses une demi-heure. Puis une demi-heure, vraiment, ça me coupe les pattes, quoi. J'y vais, je fais que 20 minutes ou qu'un quart d'heure, je le coupe en deux. Voilà. Ne serait-ce que de faire ça, et à la rigueur de se l'accorder. Au bout d'un quart d'heure, il dit voilà, je l'ai dit, je le fais, j'ai vraiment pas envie, je suis pas bien aujourd'hui, j'arrête. J'ai fait un quart d'heure, j'ai fait un quart d'heure. Déjà, rien que ça, de le faire. C'est ce que je peux conseiller aux gens qui viennent à moi. Voilà. Et puis après, surtout, la grande problématique, j'en ai rencontré, il y a des gens qui viennent et qui me disent bon, je voudrais que tu m'apprennes à courir, mais je te préviens, ça va être dur, j'aime pas courir. Mhm. Eh bien, ne le fais pas. Si tu n'aimes pas ça, ne le fais pas. Va faire du vélo, va nager, va faire du rameur, trouve une activité qui te plaît. Il y en a tellement aujourd'hui des offres qu'on ne va pas aller faire un truc qui ne nous plaît pas. Parce que là, Ah ça va oui. vraiment, vraiment être compliqué, quoi. Tu sais que Donc, du coup, cette dimension de plaisir et de joie à faire ce qu'on est en train de faire, quoi. le running, c'est tellement devenu à la mode Ouais. que les gens pensent que c'est cool et que c'est fun et qu'il faut courir parce que c'est le sport qui va leur permettre d'atteindre X ou Y résultat. Euh, mais effectivement, la notion de plaisir, elle est primordiale Mm. dans le fait de pouvoir pratiquer et pratiquer régulièrement et aller vers quelque chose qui nous amène à évoluer et progresser. Il y a forcément la notion de plaisir qui va rentrer en jeu là-dedans. Donc ça, c'est hyper important. L'autre aspect sur les personnes qui ont du mal à se lancer, effectivement, comme tu disais, c'est même si on a prévu, je sais pas, à la base de sortir une demi-heure et qu'on n'a pas la motivation ou que c'est difficile, eh ben, essayer quand même d'y aller. Et une fois qu'on est lancé, ben, bien souvent, on trouve l'énergie pour aller chercher le temps ou la distance qui avait été programmée. Mais moi, ce que j'aime bien faire aussi et ce qui m'aide, c'est quand je me cale sur un temps ou sur une distance, faire toujours le pont entre les deux. C'est-à-dire, je dis une bêtise, j'ai prévu d'aller courir 50 minutes et je cours mes 50 minutes et je vois que quand j'ai couru mes 50 minutes, je regarde la distance, je suis à 9 km 800. Et ben, je me dis, bah, tiens, je vais aller chercher les 10 kilomètres. Et ensuite, je vais chercher les 10 kilomètres, donc je dépasse mes 50 minutes, je suis plus à 50 minutes, je suis à 53 minutes. Et donc là, je me dis, tiens, je vais aller chercher les 55 minutes. Et en fait, j'avance en jouant sur ces deux leviers-là, que ce soit la distance ou la durée, pour pouvoir m'aider mentalement à aller chercher toujours un petit step au-dessus. Donc, il y a ces leviers-là qui sont pour moi très utiles, que j'aime bien appliquer. Et puis après, c'est effectivement l'autre levier qui peut être utile pour les personnes qui ont du mal à se motiver, c'est l'aspect collectif. Éventuellement, essayer de trouver des gens avec qui courir.
Trouver des personnes qui soit ont le même niveau que vous pour courir, soit des personnes qui vont pouvoir vous guider, vous driver pour les différentes séances. C'est toujours plus facile de sortir à plusieurs que de sortir tout seul. Euh, et puis voilà. Euh, Est-ce que tu as d'autres dimensions de la méthode que tu auras envie d'évoquer là qu'on n'a pas parlé? Non, en première approche, si tu veux, il y a déjà quand même pas mal d'informations qui ont circulé. Pour moi, c'est toujours gai, joyeux et intéressant de voir que même si on arrive avec l'angle d'entrée du yoga, qui est vraiment une discipline à part entière par rapport au sport, de retrouver effectivement un certain nombre de messages qui sont professés par les gens comme toi, donc des coachs sportifs, de voir qu'effectivement que ce monde du sport commence à revenir vers un peu plus de bienveillance sur l'humain. Parce qu'en fait, ça se résume à ça. Quand j'y vais et que je ne me fais pas souffrir, etc., je suis surtout bienveillant envers moi-même, pas par complaisance, mais juste parce que c'est la voie, comment dire, la voie royale pour être bien et pour progresser comme il faut, quoi. Donc, dépasser légèrement l'effort, mais pas de trop, pour justement provoquer l'adaptation constructive. Les gens qui s'entraînent 4 ou 5 fois par semaine, là on parle des gens aguerris, euh, souvent négligent que ces programmes d'entraînement sont construits en travaillant sur la fatigue de l'entraînement précédent. Et chaque entraînement, ce n'est pas juste une unité qui flotte comme ça dans l'espace où vous mettez la couenne à chaque fois, systématiquement. Au contraire, c'est justement, j'ai eu la chance au triathlon d'apprendre ça tout de suite. Le gars nous disait, voilà, à chaque entraînement, ton entraînement, il est réussi si tu es en capacité de refaire le même le lendemain. Mhm. Soit vraiment sur les programmes d'entraînement très spécifiques de VMA, de vitesse, de choses comme ça, où là, effectivement, tu vas chercher un peu la rupture. Mais nous, on s'entraînait pour le triathlon de longue distance. Donc, quand on faisait du travail de fractionné, entre guillemets, on faisait des 400 mètres. On faisait des 400 mètres en 1,40. Voilà. C'est pas vite, une Mhm. 40. Et nous, on était là, on était tous frustrés, on voulait tous courir à 16 ou 17 à l'heure. Et l'entraîneur, il nous disait, tu rigoles, là, on est à 13 à l'heure, 13 et demi. Mais crois-moi que ton marathon à la fin du triathlon, si tu le cours à 10, tu pourrais être content. Et c'était le cas. Voilà. Et c'était le cas. Donc, en fait, l'idée, c'est que cet entraînement-là aussi soit relativement proche de la réalité de ce qu'on va vivre d'ailleurs en compétition. Si tu fais des 100 bornes ou des 80 bornes ou des 40 bornes, pour moi, ce n'est pas forcément utile d'aller faire des tours de piste à 17 à l'heure, quoi. Voilà. Bon, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et pour les gens, effectivement, qui débutent, ben oui, je suis assez d'accord avec toi. Le côté collectif, le côté ludique. On va essayer de trouver le côté ludique à cette activité-là. Oui, je le conçois très bien. Le running, c'est pas ludique. On est bien d'accord. Il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de copain. Voilà. Avec le bémol, effectivement, qu'on retrouve et sur lequel moi, en tant que yogi, j'attire l'attention. Je ne dis pas il ne faut pas, je dis j'attire l'attention sur le fait que quand on est en collectif ou quand il y a de la musique, eh bien, on est un peu moins à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois, on peut justement se retrouver, notamment avec de la musique, à courir à un rythme qui n'est pas le rythme juste pour le corps. Quand on est avec les gens, effectivement, on court, mais on n'est pas forcément conscient de ce qui est en train de se passer. Cependant, je suis entièrement d'accord avec toi pour mettre le pied à l'étrier, avoir justement cette dimension du collectif et se dire, voilà, je suis inscrit dans un club ou je suis inscrit dans un groupe, j'ai pas envie d'y aller, ben, il y a le groupe, j'y vais quand même. Voilà. Ça permet vraiment d'aider et de mettre le pied à l'étrier. Et puis après, quand on voudra progresser, on affinera un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Donc merci de m'avoir ouvert cet espace. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ça me fait juste, je rebondis très rapidement sur ce que tu viens de dire là et donner une référence de bouquin, moi, qui rejoint ce que tu dis là. Je connais plus l'auteur, mais le titre, c'était Courir comme on médite, où, Mm, mm. où Oui, je trouve Running beaucoup de ce Meditation, que ouais. tu Ouais. racontes là. Donc, qui est une belle histoire et qui nous fait comprendre qu'effectivement, courir est une forme de méditation, si tant est qu'on l'a fait en pleine conscience et connecté à nos ressentis et à ce qu'on vit à l'instant T. Donc ça peut être une bonne source si vous voulez approfondir ce côté de pourquoi courir sans musique, ça peut être perturbant ou voilà, il y a vraiment ce bouquin, moi, qui m'avait vraiment plu. Donc voilà. Je te remercie pour ta disponibilité. Je finis toujours mes interviews par... il te reste 2-3 minutes, ça va? Avec plaisir, oui, pas de Ouais. souci. Je finis toujours mes interviews par une sorte de question-réponse, un peu du tac au tac, pour avoir des gemmes de sagesse de la part de mes invités. La première question que j'aime poser, ta routine matinale parfaite, si tant est que tu en aies une, ce serait quoi? Commencer le réveil par des exercices respiratoires et de mobilité corporelle. De préférence en extérieur.
Ok. Et sur la partie alimentaire, il y a des choses sur. Je mange si j'ai faim. Alors oui, je commence effectivement un verre d'eau tiède avec un peu de citron dedans, voilà, pour préparer l'estomac et réhydrater un petit peu après la nuit. Et après, ouais, donc quelques exercices de mobilité. Pas forcément un truc stéréotypé. J'écoute mon corps en fonction de comment j'ai dormi, en fonction de la fatigue de la veille, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de mobiliser? Le bassin, les hanches, ou des fois, j'ai juste envie de mettre les baskets et d'aller courir comme ça à jeun, tu vois, directement. Il y a d'autres fois où je bouge un petit peu, voilà. Donc c'est plutôt effectivement commencer par respirer, sentir cette respiration-là en moi et mobiliser mon corps dans l'espace. Ok. Ton bouquin préféré ou ton dernier bouquin lu? En ce moment, je suis dans un polar de Giacometti et Raven. Ok. Donc, sur un commissaire franc-maçon, sur l'ésotérique et tout ça. Mes lectures, si tu veux, euh, s- cherchent à me distraire un peu le mental. On traite beaucoup d'informations. Malheureusement, même en tant qu'enseignant de yoga, si tu veux, tu as beaucoup de prises de tête, d'administratifs, de trucs de machin, de gestion, voilà, de planning et compagnie. Et ben, je gère l'entreprise aussi. Et c'est une charge mentale dont j'ai besoin de me détacher. Et du coup, je lis beaucoup sur papier et je lis des histoires vraiment qui me captivent et donc qui me permettent de couper avec tout le reste, donc qui me distraient vraiment. Donc la plupart du temps, ouais, c'est des policiers, des romans de science-fiction, voilà, ce qui me passe sous la main. J'habite juste en face de la médiathèque de mon village et ils me connaissent, j'y suis 3 fois par semaine, quoi. Donc voilà, des histoires qui me captivent et qui me permettent de ne pas penser au reste et qui me détendent en fait. Ok. Ça me fait rire parce que, en fait, je sais pas si tu connais Sean de Upside Strength qui est en Suisse, un préparateur physique et qui fait beaucoup Non. de choses sur toute la partie physiologie du sport, Mm. VO2 max, etc. Et donc il a eu le droit à la même question, et j'ai eu la même réponse sur la partie j'ai trop de choses dans la tête, donc quand je lis un truc qui a rien à voir avec la prépa physique pour éviter de me remettre dans le boulot. Bon, je sais que je suis pareil. Donc voilà, c'est drôle de retrouver les mêmes mécanismes. Est-ce qu'il y a un repas type que tu manges quand tu veux le jour de compétition? Ah, je sais pas si j'ai le droit de le dire, ça, hein. C'est complètement à l'encontre de ce qu'on va raconter. Pendant longtemps, effectivement, j'ai fait très attention à mon alimentation, les veilles de course, les préparations, régime dissocié, etc., pour charger en glycogène et compagnie. Là, maintenant, disons qu'avec le background que j'ai et la connaissance du corps que j'ai, je sais que je m'aligne plus sur des courses qui vont me challenger de trop. Je sais que je suis toujours en capacité de terminer ces courses-là. Mhm. Et non, je me fais quand même pas mal plaisir par rapport à ça. Du coup, j'extrapole un peu, mais mon ravitaillement préféré sur le trail, le pain au chocolat. Je passe à la boulangerie avant la course, je me trimballe avec mon pain au chocolat dans la course et je m'arrête au milieu de la course et je mange mon pain au chocolat. Voilà. Comme quoi, hein, on peut tout faire. Euh, Regarde Courtenay, elle boit du coca, elle mange des pizzas. Alors, hein, pourquoi pas nous? ok. Est-ce qu'il y a eu une personne de référence dans ton parcours, un mentor, un prof qui t'a marqué et quelle, entre guillemets, leçon tu pourrais ressortir de cet enseignement? Eh ben, vraiment, donc, l'entraîneur de triathlon que j'avais donc, au Stade français, donc, qui s'appelle William Squilardi, qui a été entraîneur au Stade français pendant pas mal de temps. Donc maintenant, il est à la retraite largement méritée. Voilà, c'est vraiment le fait d'aller pratiquer avec cet homme qui a complètement transformé mon approche du corps humain, du sport et même, j'extrapole, mais de la vie en général, quoi. Parce que ce que j'ai vécu, si tu veux, dans le sport, c'est parfaitement reproductible à d'autres situations de la vie. Bien sûr. Et vraiment, ce que j'ai pu recevoir en 1 an et demi d'entraînement avec cet homme, qu'après j'ai continué à pratiquer pour moi, puis à développer maintenant, a parfaitement et complètement changé donc, mon approche du sport. Donc plutôt ouais, cet homme-là, William. Ouais. Ok. Moi, j'ai tendance à dire que le sport, donc le mouvement, est une porte d'entrée vers l'âme qui on est. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. On est cet être complètement imbriqué entre le mouvement, l'être, le corps. Le changement passe par le mouvement de l'esprit, mais aussi le mouvement du corps. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, on ne peut pas dissocier ces deux grandes dimensions-là. Ok. Et une citation, ta citation préférée, si tu en as une, euh, Ouais. dis-moi. La vie, c'est maintenant.
La vie, c'est maintenant. Mm. Sous-entendu pour toi. Demain, il sera trop tard. Voilà, ça, c'est la citation complète. Je pense que c'est. Alors, elle est attribuée à pas mal de gens. Moi, j'ai un petit baguette, effectivement, qui redit ça. Et c'est attribué à Jacques Prévert. Mais voilà, vraiment, cette notion de vivre l'instant présent. Alors, la vie, c'est maintenant. Demain, il sera trop tard. Je préfère la vie, c'est maintenant. À la fois pour le côté, effectivement, profiter de l'instant présent, mais aussi être dans l'instant présent et arrêter de projeter ou de ressasser le passé. La vie, c'est maintenant. Voilà. Il n'y a que le maintenant qui existe. Le reste, c'est du mental. Clairement. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Pascal, pour cette Ben, disponibilité, pour merci pour cette conversation super agréable. cette bel échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui veulent avoir plus d'infos sur ce que tu proposes? C'est le moment de me dire un petit peu les infos. Ben, running-yogi.com. Voilà, Voilà. il y a le site internet, il y a les dates des stages quand il y en a. Et donc, avec cette méthode donc, de running yoga, ça fait 6 ans qu'on a formé donc, des gens à cette méthode qui sont en capacité donc, de faire promouvoir cette méthode donc, autour d'eux. Donc, on a à peu près 100, 150 ambassadeurs entre la France, la Belgique, la Suisse. Donc, si ça vous intéresse, il y a certainement un ambassadeur qui n'est pas très loin de chez vous. Vous trouverez toutes leurs coordonnées sur notre site internet. Et n'hésitez pas à vous rapprocher sinon de moi. Moi, je suis quand même dans le sud de la France, au moins des gens qui sont proches de vous. Et puis après, il y a aussi les références donc, de notre bouquin sur le site. Voilà. Ok, super. Et s'il y a des coachs qui écoutent et qui veulent se former à ta méthode, c'est le même principe? Ouais, c'est ça. Sur le site internet, il y a les coordonnées. Alors, il n'y a pas encore les dates des prochaines sessions de formation. Je suis un peu en retard là-dessus. Mais je m'occuperai de ça là, pendant l'été, de fixer les dates pour le deuxième semestre et le premier semestre 2020 l'année prochaine. Voilà. Ok. Ben, écoute, c'est Ça noté. roule. Génial. Je te remercie encore une fois. Et puis, bah, tout sera. J'espère pouvoir te rencontrer en présentiel prochainement. Et puis, j'espère qu'on pourra continuer une belle discussion comme celle-ci. Avec grand plaisir, Alex. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de ta sollicitation et à une prochaine. À bientôt. Salut. Bye bye.